Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui une approche de la méditation de Vimalathakar, extraite d'un petit livre que je vais vous montrer, et sachant que Vimalathakar, cette dame indienne, considérait que la méditation ne peut pas s'enseigner ni s'apprendre, que chacun doit la découvrir par soi-même, et qu'elle est un état de l'être entier, ou un non-état. Je chausse mes lunettes, je vous montre le petit livre en question, La méditation, un mode de vie, aux éditions Le Courrier du Livre. Comment peut-on éduquer l'esprit de telle sorte qu'il soit capable d'observer? La première façon, c'est d'observer les mouvements de l'esprit, de les regarder dans un état de tranquillité soutenue. En d'autres termes, on regarde le mouvement de l'esprit dans ses rapports réels sans perdre l'attitude d'un observateur. Au début, cet état d'observation peut durer 1 seconde ou 2, et soudainement on retombe dans l'habitude de devenir celui qui agit, celui qui fait l'expérience, qui l'interprète, etc. L'incrustation des conditionnements physiques et psychologiques peut être si épaisse que l'état d'observation est difficilement soutenu. Nous ne sommes pas dans un état d'être fait de souplesse d'esprit et de tendresse. Nous sommes corrompus par le savoir. Nous sommes pollués par de très nombreuses expériences. Il semble donc très difficile de former l'esprit à un nouveau mode de perception. Il faut être patient avec soi-même. Il faut pouvoir prendre conscience du glissement qui fait passer de l'état d'observation à celui du sujet qui fait l'expérience. On doit prendre conscience de l'état d'inattention. Prendre conscience du laps de temps ou de l'intervalle entre les états d'observation, c'est en soi une sorte d'observation. Il y a une autre manière d'éduquer l'esprit si l'on trouve trop difficile d'observer les mouvements de l'esprit. Alors observons et surveillons l'inhalation et l'exhalation du souffle. On voyage pour ainsi dire avec le souffle, vers l'intérieur et vers l'extérieur. L'acte même d'observer le souffle rend sensible. On n'a pas à faire un effort de volonté pour devenir alerte et sensible. C'est ainsi que l'esprit apprend à être tranquille au milieu du mouvement physique et mental. La conscience personnelle de soi perd cet aiguillon qui la pousse à faire éternellement des expériences. Elle vit et agit dans cet état d'humilité qui est celui d'un observateur. Lorsque l'état d'observation est maintenu durant tout le jour, la qualité du sommeil se trouve modifiée. En d'autres termes, il n'y a plus de différence qualitative entre la conscience des heures de veille et la conscience dans les heures de sommeil. Telle l'inhalation et l'exhalation du souffle, veille et sommeil deviennent parties intégrantes de la même conscience. Être éveillé, s'endormir sont alors des mouvements d'intériorisation et d'extériorisation d'une seule et même conscience dans une seule et même dimension de la vie. La méditation, c'est vivre au-delà du temps et de l'espace, et ne les utiliser que lorsque c'est inévitable. La méditation, c'est vivre dans cette dimension de l'intelligence qui ne connaît ni centre ni circonférence, et ne faire usage du cerveau avec son mécanisme de la conscience personnelle du soi et de la pensée que si un tel usage est justifié. La méditation, c'est donc vivre dans la liberté inconditionnelle et dans la relaxation de l'innocence.
c'est aussi se trouver relié à toute chose par la grâce de l'indescriptible beauté de cette innocence. Vimalathakar est donc dans cette approche de la méditation qui peut évoquer la même que chez Krishnamurti. C'est-à-dire qu'on considère que la méditation ne peut ni s'enseigner ni s'apprendre et que ce n'est pas un état qu'on peut acquérir. C'est ce qu'on est profondément, réellement. La méditation, c'est découvrir le silence qui est toujours là et se baigner dedans jusqu'à ce qu'il nous soit si naturel et si évident qu'on n'ait plus du tout à chercher à s'y baigner. Comme le dit Vimala, au début, apprendre à observer, ou apprendre à méditer si vous préférez ce mot-là, si on considère que la méditation est observation, c'est pas toujours le cas, il y a bien des approches, des techniques qui font fi de l'observation dans un premier temps en tout cas. Mais donc, si on considère que méditer c'est observer, dans un premier temps on peut dire qu'il y a l'observateur qui est là, moi j'observe, j'apprends à observer le mouvement de mes pensées, les sensations corporelles, les réactions que les pensées et les sensations suscitent. J'apprends à observer mes émotions et à ne pas y réagir, à vivre avec le temps qu'elles durent, sans les alimenter, sans les chasser. Donc dans toute une première partie, qui peut être très brève ou qui peut durer très longtemps, on est l'observateur qui va s'asseoir en silence dans un coin, ou qui va peut-être marcher dans la nature, ou s'allonger. Personnellement, je préfère la méditation assise, mais bon. Donc admettons que la personne va s'asseoir un moment et elle va observer, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais pour découvrir comment fonctionne son esprit, pour découvrir sa relation aux sensations, aux réactions. On apprend à observer et on découvre le contenu de notre conscience, nos réflexes conditionnés. Parfois, ça peut être extrêmement difficile et secouant parce qu'on peut avoir une image de soi qui va être complètement bouleversée, bousculée, voire démolie par l'observation de la réalité. On peut même avoir l'impression d'être tellement agité, d'avoir tellement de pensées, tellement de réactions à nos sensations et nos perceptions qu'on est un peu cinglé. Je confirme, on n'est pas un peu cinglé, on est franchement cinglé d'accepter de vivre comme ça, alors qu'on peut s'en affranchir. Donc un deuxième temps, c'est l'observateur à force d'observer, et ça peut être maintenant même, c'est pas dans le temps, même si souvent ça nécessite une certaine durée, parce que les conditionnements sont si profondément enracinés qu'ils sont parfois résistants à l'ouverture. Mais parfois ils sont secoués comme par une tempête. Mais restons dans le cas où ils ne sont pas secoués comme ça, qui sont lents à éroder.
L'observateur, à force d'observer, il y a donc l'observateur et le contenu de la conscience qu'il observe, la corporalité et ses réactions qu'il observe. Il y a l'observateur, ce qu'il observe. Et quand ça commence à bien se stabiliser, si on peut dire ainsi, l'observateur et l'observé se fondent littéralement dans l'observation. Il n'y a plus la moindre séparation et il n'y a plus non plus, pour l'observateur qui n'est plus là, la moindre recherche, le moindre objectif. Il y a juste présence, ici même, maintenant. Silence, présence, conscience. Et l'observation nous ramène à ce qui me semble extrêmement important, c'est la redécouverte ou la reconnaissance de cet espace infiniment ouvert que j'évoque si souvent. Cet espace au sein duquel les pensées, les sensations, nos histoires, le monde semblent apparaître, durer un moment, puis disparaître. Et quand on commence à redécouvrir ou reconnaître cet espace, c'est cet espace-là qu'il convient non pas d'observer, mais de rester en contact avec, d'une certaine manière, ce qui ne demande pas d'effort, mais parfois il peut y avoir une sorte de distraction qui revient ou quelque chose qui nous fait un peu sortir de cette conscience d'espace. Et alors, prenant conscience qu'on est sorti et ne faisant rien pour y retourner, l'espace se représente de lui-même spontanément. Si je parlais en termes krishnamurtiens ou ceux de Vimalatakar, je dirais que quand on commence à être inattentif et qu'on observe ce qu'est l'inattention, on redevient attentif. Quand on est attentif, on se coule dans l'attention et l'apostrophe, dans l'observation pure. Je dis observation pure dans le sens où il n'y a ni jugement, ni référence, ni étiquetage, simple conscience, simple présence. Et cet espace procure à la personne qui médite, qui observe, une sensation et un sentiment de légèreté, de tranquillité, de joie qui sont absolument incomparables. Mais pour autant, il nous faut veiller à ne pas nous attacher à cette joie, à cette tranquillité, parce que sinon nous rebasculons aussitôt dans la conscience dualiste, dans la division, dans la séparation. Encore une fois, si ça arrive, ça n'est absolument pas un problème. On connaît la route à suivre. On observe, c'est tout. Sans rien chercher. On n'essaie pas de transformer les choses, on n'essaie pas de les corriger, de les modifier, de les effacer. On les vit, on les observe, et les vivants, les observants, on leur permet de se révéler pour ce qu'elles sont. Espace infiniment ouvert, tranquille, silencieux, plein de tendresse et de joie.
j'ai présenté quelques approches qui sont un peu de la même famille. Dans de prochaines vidéos, je proposerai d'autres approches, essentiellement non duelles, mais différentes. Je vous remercie, à bientôt.